Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Ce mois-ci, je vous recommande un film que vous allez adorer, j'en suis certaine. Il s'agit de La Nouvelle Femme par la réalisatrice Léa Todorov que j'ai eu la chance d'interviewer. Ce film retrace l'histoire de Lily Dalangui, incarnée par Leila Bekti et qui a un secret honteux. Sa fille est née avec un handicap. Une rencontre va bouleverser sa vie et celle de sa fille puisqu'elle croise la route de la grande Maria Montessori. La Nouvelle Femme nous fait donc vivre les débuts de la pédagogie Montessori, une période qui a une résonance particulière pour sa réalisatrice. Je vous laisse découvrir cela tout de suite. Bonjour Léa. Bonjour. J'ai eu la chance de découvrir en avant-première votre film qui met en lumière une partie de la vie de notre pédagogue préférée dans le podcast Les Adultes de demain. Il s'agit de Maria Montessori. Ce film s'appelle La Nouvelle Femme et il sort au cinéma le 13 mars. J'ai adoré découvrir une partie de la vie de Maria Montessori que l'on connaît moins et on y reviendra. Ses débuts avec les enfants dits déficients. Le jeu d'acteurs des enfants, mais aussi de Jasmine Trinka et de Leila Bekti sont époustouflants. Les images, les costumes, la musique nous replongent en toute beauté dans la ville de Rome de la fin du 19e, début du 20e. Alors pourquoi Léa, vous avez décidé de dédier votre premier long métrage de fiction à une partie de l'histoire de Maria Montessori ? Alors, le film, il est vraiment... c'est intéressant parce que c'est vraiment la conjoncture de deux événements, ou de deux éléments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre a priori. L'un, c'est que j'avais participé à l'écriture d'un film documentaire historique d'archives sur les pédagogies alternatives pendant l'entre-deux-guerres. Et Maria Montessori, c'était l'une des protagonistes de ce film. Et à l'époque, je m'étais plongée déjà dans de grandes recherches et j'avais lu plusieurs biographies à son sujet, ses écrits, des livres sur elle, divers et variés. Et j'avais trouvé passionnant l'histoire de cette femme et effectivement en particulier ce moment que je raconte dans le film aussi lié à l'histoire aussi avec son propre enfant. Et ensuite, moi-même, je suis devenue maman d'une petite fille et quand elle avait 3 semaines, quand elle avait 0 jour, j'ai compris que ça allait pas être exactement le même chemin que les autres parents. Et quand elle avait 3 semaines, elle était diagnostiquée d'une maladie avec une page internet sur le Orphanet, donc le truc des maladies rares, avec une description apocalyptique de ce qu'allait être sa vie. Et c'est le moment, en fait, vraiment très vite, avant même qu'elle sorte de l'hôpital où elle a passé 3 mois, j'ai commencé à écrire ce film en relation avec le producteur du film. En tout cas, au début, à réfléchir à l'idée de faire un film sur Maria Montessori. Et ce qui a été étonnant dans les années qui ont suivi, c'est que, en gros, j'étais en travaux pratiques de ce que j'avais appris de manière théorique pendant les années de recherche sur Maria Montessori et les autres pédagogues aussi, des pédagogies alternatives. Et m'est revenu tout de suite en tête le fait que ces pédagogies nouvelles, elles avaient été en grande partie fondées dans l'éducation spécialisée. Et j'ai lu à cette occasion les auteurs qui étaient les auteurs phares de Maria Montessori, donc le docteur Itard et puis le docteur Séguin, qui est devenu, que Maria Montessori avait entièrement traduit à la main ses livres les plus importants. Et c'est vrai que j'ai compris aussi ce qu'elle y avait trouvé. Et c'est progressivement devenu tout naturel que d'écrire un film à la fois sur elle et sur cette période-là en particulier de sa vie où elle travaille aussi avec des enfants qu'on appellerait aujourd'hui neuroatypiques ou porteurs de handicap moteur. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous marque dans cette pédagogie, vous qui en plus la pratiquez dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous touche particulièrement ? Je trouve que ce qui est très fort quand on lit d'abord Séguin et ensuite Montessori sur le travail qu'elle fait avec les enfants, c'est la vision du potentiel.
C'est-à-dire que c'est quand même des enfants qu'on a cesse, et c'est pas parce que tout ça a eu... Donc Séguin, il écrit dans la première moitié du 19e siècle, et on a l'impression qu'aujourd'hui encore, on oublie qu'il est possible d'éduquer des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et Montessori, elle a vraiment cette vision aussi qu'elle partage avec ses prédécesseurs de voir dans chaque enfant un potentiel d'apprentissage et de ressentir que si on permet à ces enfants d'apprendre, on leur permet de faire partie de la société. Et je pense qu'il y a vraiment un message social qui me paraît particulièrement fort dans la pensée de Maria Montessori à cette époque. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous qui connaissez bien le sujet, que notre système, alors surtout éducatif, est suffisamment inclusif de ces enfants différents ? On a une loi inclusion depuis 2005 qui, normalement, permettrait à tous les enfants porteurs de tous les handicaps d'avoir accès à l'école. On voit bien que c'est pas du tout possible, et que quand c'est possible, c'est pas du tout adapté. C'est-à-dire que les enfants sont censés pouvoir être accompagnés de ce qui s'appelait avant une AVS, aujourd'hui une ESH. Qu'est-ce que c'est que cet emploi ? C'est un emploi à 24 heures semaine, la plupart du temps, rémunéré au SMIC, qui permet donc absolument pas des gens qui exercent ce travail de vivre de ce travail. Il y a 60 heures de formation dans l'année qui sont souvent pas entièrement faites et de toute façon évidemment insuffisantes. C'est-à-dire qu'on se pose la question de comment éduquer des enfants qui ont des difficultés, et les personnes qui sont censées les aider sont moins formées que des maîtres ou des maîtresses. Des instituteurs ou des institutrices, et en même temps les instituteurs et les institutrices sont censés être les garants de la pédagogie, mais ne sont pas non plus eux formés, sont souvent face à des classes trop nombreuses, donc comment gérer un enfant qui a des difficultés dans un contexte d'une classe qu'on a déjà du mal à maintenir, à la fois juste dans un calme nécessaire à l'apprentissage, et puis voilà, donc je pense que les conditions aujourd'hui, elles ne sont pas du tout réunies de l'inclusion. Et on voit qu'il y a eu des instituteurs, institutrices ou des profs, professeurs qui s'élèvent contre le fait qu'on leur laisse comme ça des enfants qui ont besoin d'une adaptation et d'un soin particulier sans les soutenir là-dedans. Et des AESH qui sont au bout de leur vie parce qu'ils ne sont pas non plus assez formés, ils ne sont pas assez payés, et donc ils sont aussi complètement débordés par la situation. Et ensuite on dit tiens, ça ne fonctionne pas. C'est évidemment complètement hypocrite comme manière de fonctionner. Et je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte qu'en dehors du handicap, disons, plus sévère, des troubles autistiques un peu graves ou des gros handicaps cognitifs, il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui sont diagnostiqués avec toutes sortes de 10 ou de troubles de l'attention, et que eux aussi bénéficieraient du fait que l'enseignement soit adapté de manière beaucoup plus individuelle à leurs difficultés, et que les outils de la pédagogie active soient mis en place partout, parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont des résultats extraordinaires, que ce soit avec les enfants à difficulté ou avec les autres. Mais l'inclusion, elle est possible que si on s'en donne les moyens, et essayer de l'imposer sans la financer, globalement, c'est courir droit au mur. Ouais. Et ce message de l'inclusion, vous le portez magnifiquement bien dans votre film La Nouvelle Femme. Alors j'aimerais mieux comprendre comment ça s'est passé concrètement, puisque dans votre film, on voit évidemment beaucoup d'enfants atteints, porteurs de handicap ou neuroatypiques. Comment ça s'est déroulé, le casting, et comment est-ce qu'on fait travailler ces enfants ? Je pense qu'il y avait justement l'idée de se dire que si on pouvait faire un film ensemble, ça montrait aussi qu'on pouvait les intégrer dans la société. C'est-à-dire que c'était nous, exactement, on a cherché à s'adapter. Donc ça a commencé au casting. Le casting, on l'a vraiment basé sur la question de la rencontre, de passer du temps ensemble avec chaque enfant, avec la directrice de casting et moi-même au début. Il y avait des parents qui s'étaient portés volontaires, on les avait contactés via des CESAD, donc des centres de rééducation, des
IEM, des IME, des écoles spécialisées, des associations, des groupes Facebook de parents. Enfin voilà, on avait essayé d'atteindre le public le plus large possible. On s'est aussi pas mal déplacé pour rencontrer les enfants aussi dans leur lieu de prise en charge ou de scolarisation selon les cas. Et on a ensuite réuni les enfants qu'on avait choisis pour faire le film avec nous dans un stage qui s'est déroulé donc le tournage du film, c'était en avril 22. On a commencé à travailler avec les enfants aux vacances de la Toussaint en 21. Et on a passé toutes les vacances à travailler par groupe de demi-journée. Et chaque enfant venait 2, 3, parfois 4 fois sur les 2 semaines. Et l'idée, c'était de vraiment faire connaissance avec cette fois aussi des musiciens, Rémi Boubal et Déborah Montpargolicki, qui sont ceux avec qui on a vraiment développé aussi la méthode d'accompagnement par la musique des enfants, aussi Georgia Ives, qui est la chorégraphe du film, puis d'autres membres de l'équipe du film, comme la script, je l'ai dû parler, des assistantes, une metteuse en scène de théâtre, Myriam Swingle. Donc, il y avait vraiment l'idée d'être un groupe aussi conséquent d'adultes pour ces enfants. Et on travaillait à ce moment-là vraiment juste à faire plein d'exercices comme on l'aurait fait dans un stage d'expression artistique, de danse, jeu, théâtral, jeu vraiment avec des objets, tenter plein de choses, essayer de prendre du temps. Et ça nous a forgé vraiment un sentiment d'acquaintance avec les enfants et d'avoir le sentiment qu'on pouvait voir comment chacun d'entre eux pourrait se déployer ensuite dans le film. On a organisé ensuite un deuxième stage un peu avant le tournage, cette fois aux vacances de février. Et là, l'idée, c'était vraiment de préparer les scènes du film. Donc, on n'avait pas les décors, évidemment, mais d'abord, il y avait les costumes qui étaient là, donc ils commençaient à prendre les mesures des enfants, leur faire essayer des premiers costumes, etc. Il y avait cette fois le premier assistant, la deuxième assistante, qui était également là pour habituer les enfants à une ambiance de plateau, le chef opérateur pour travailler sur la caméra. Enfin, voilà, l'équipe commençait à être un peu au complet autour des enfants. Et on a vraiment pris le temps à ce moment-là de répéter les scènes de classe, l'écriture, les scènes du bain, évidemment les scènes de danse, et de s'habituer à la répétition d'une même proposition, les prises, quoi, vraiment. Avec l'idée qu'on n'allait pas du tout se reposer sur une captation documentaire au moment du tournage, mais au contraire, travailler à ce que les enfants soient vraiment les acteurs de leur propre rôle. Et une fois arrivés au tournage, ils étaient quand même archi prêts, et nous aussi, je dirais. Et le tournage était vraiment pensé pour eux. On s'adaptait aussi évidemment au fait qu'on a des durées de tournage qui sont très limitées avec les enfants. Donc il y avait une sacrée organisation. Mais en fait, une fois qu'on prend en charge cette difficulté, elle est complètement... on y arrive, quoi. Et donc, on a travaillé comme ça sur le plateau avec finalement, je dirais, presque une méthode différente ensuite pour chaque scène, quoi, selon les besoins de la scène et des enfants. Il y avait des fois où c'était plus répété. Je sais que moi, ma fille, elle apparaît plusieurs fois dans le film. Elle court derrière des poules et là, je pense que les poules sont plus importantes pour elle que la caméra. Donc, c'est une captation qui est plus documentaire dans ce cas-là. Mais d'autres fois, et avec les enfants aussi plus grands, il y avait vraiment du jeu, de la répétition qui était mis en place. Donc, on essayait de faire en sorte d'être systématiquement un écrin, en fait, pour les enfants. Quels enseignements vous avez tirés de cette expérience, pas comme les autres, de tournage avec des enfants différents ? Disons que moi, à titre vraiment personnel, je pense que quand on est maman d'un enfant neuroatypique, on n'est pas pour autant, dénué d'appréhension des autres enfants. Je pense qu'on a tous dans notre société des appréhensions concernant les enfants différents, qu'on appelle comme ça, pour de fait presque s'en détacher. Et que le casting et ensuite les stages m'ont vraiment complètement transformée, puisqu'ils m'ont permis de
mettre vraiment derrière moi l'appréhension et la peur que j'avais encore finalement. Et donc ça a été une expérience qui m'a vraiment enrichie énormément personnellement. Et je pense que ça a aussi, pour moi, été quelque chose d'important de me rendre compte qu'en faisant un film, on pouvait aussi agir dans le monde réel, pas seulement sur, disons, les représentations, donc pour les gens qui verront le film, mais aussi dans la relation qu'on noue avec les gens avec qui on fait le film. Et il y a quelque chose qui se passe pour de vrai dans la vraie vie, quoi. Et donc pour les enfants, il s'est passé quelque chose dans le fait de participer à cette aventure. Pour l'équipe technique, il s'est passé quelque chose du fait d'accompagner les enfants sur ce plateau. Donc j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment aussi la compréhension vraiment de en quoi faire du cinéma pouvait être politique dans la fabrication même. Bien sûr. Il y a une partie du film qui se concentre également sur une partie de la vie de Maria Montessori qui a été douloureuse pour elle, c'est la séparation avec son fils Mario. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez décidé de vous concentrer également sur ce moment où elle doit laisser son fils? Alors j'aimerais bien que vous nous reparliez de cette partie de sa vie et de pourquoi vous avez décidé de vous concentrer là-dessus. Je pense que on a toujours, quand on lit des biographies de personnes comme ça connues, quelque chose qui nous touche particulièrement au regard aussi de qui on est. Moi, ma mère avait fait partie d'une famille où sa propre mère, donc ma grand-mère, avait décidé, quand ma mère était âgée de 5 ans, de quitter le domicile familial, laissant derrière elle 3 enfants, pour reprendre ses études et retrouver son indépendance. Il y avait des choses qui le permettaient, c'est-à-dire mon grand-père acceptait, il était en fait tombé amoureux d'une autre femme qui, quelque part, allait se substituer à la mère biologique dans leur tête des années 50. Ça paraissait tout à fait OK de dire aux enfants « Ah, maman est partie, mais il y en a une autre ». Donc voilà. Et ça a été quelque chose de très traumatique pour elle, qu'elle nous a forcément, à nous, ses enfants, transmis. Et je pense que c'est une raison pour laquelle cette partie-là de la vie de Maria Montessori me touchait très fort. J'avais l'impression que c'était un destin partagé aussi de beaucoup de femmes que d'être confrontées à ce choix dramatique entre élever ses enfants et exister pour elles-mêmes. Et je pense que c'est quelque chose dont on n'est d'ailleurs pas complètement sorti, que beaucoup de femmes se sentent encore tiraillées entre leur maternité, leurs aspirations, que ce soit professionnelles ou même juste réalisation d'elles-mêmes, comme si c'était 2 forces qu'on avait du mal à concilier et on avait envie toujours de dissimuler ça dans une espèce de maternité parfaite, alors que finalement c'est des choses qui sont douloureuses et qui sont au cœur de nos existences depuis qu'on a, et j'espère que pour tout le monde c'est clair que je défends ça, à juste titre, l'envie aussi de s'épanouir autrement qu'en tant que mère. Et Maria Montessori, elle a été confrontée à ça parce qu'elle avait décidé de ne pas se marier. Et on ne sait pas tout, évidemment, des détails de comment sa décision s'est prise. Mais moi, dans le film, j'ai choisi de la rendre aussi active dans cette décision, ce que je pense qu'elle était, ce que m'ont plutôt confirmé là ses descendants lorsque je leur ai présenté le film à Amsterdam, parce qu'elle avait compris, je pense aussi grâce à sa propre mère, à quel point le mariage était une aliénation et à quel point, lorsqu'on se mariait, on perdait non seulement son nom, mais son identité et le droit de disposer de soi-même. On devenait la propriété de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est une idée qui est à la fois compliquée à saisir aujourd'hui, mais pourtant encore complètement présente dans notre société contemporaine et qui s'exprime aujourd'hui dans le nombre de féminicides qu'on compte encore, puisqu'on se rappelle que c'est 1 jour sur 2 qu'une femme est tuée sous les coups de son mari ou de son ex-compagnon, et que cette violence qui s'exerce sur les femmes, elle est générée par cette pensée de l'appartenance. Et Maria, elle avait pris conscience de la nécessité de rester indépendante
Or, à l'époque, une femme non mariée, qui plus est mère d'un enfant, n'avait tout simplement absolument pas le droit de faire partie de la vie publique. Et donc, elle décide de garder cet enfant secret. Et elle croit au début pouvoir vivre une union libre avec le père de son enfant, qui était un homme très moderne lui aussi, mais qui progressivement se fait rattraper aussi par l'esprit du temps et finit par épouser quelqu'un d'autre. Et donc elle laisse son fils. Et donc elle laisse son fils. Et quand est-ce qu'elle le retrouve ? Elle le retrouve à la mort de sa propre mère, ce qui indiquerait que quelque chose aussi se soit joué là, donc une douzaine d'années plus tard. Je ne sais plus maintenant si c'est 11 ou 12, 1911 ou 1912, mais c'est écrit à la fin du film. Et elle le retrouve, et je pense que moi, c'était vraiment en lisant, elle a écrit une espèce de journal intime quand elle a traversé l'Atlantique en 1913, donc très peu de temps après l'avoir retrouvé, où elle le laisse de nouveau derrière elle, mais cette fois en compagnie de ses proches et de son propre père. Et elle s'adresse beaucoup à lui dans ce journal. Et c'était très inspirant pour comprendre à quel point ça avait été aussi pour elle une décision douloureuse, parce que on pourrait aussi se dire, oui, elle s'est jamais vraiment occupée de cet enfant, donc dans le fond, elle l'a laissé, c'était quelque chose qui lui importait peu. Et en fait, en lisant ce texte, on comprend que c'était une douleur poignante, qui l'a occupée toute la vie, qui a complètement contribué à forger aussi son identité et qui elle était comme femme pour le reste de son existence. Bien sûr. Et vous l'avez dit, votre film est tout de même un film de fiction. Quelle liberté vous avez pris par rapport à l'histoire de Maria Montessori ? Alors, j'ai essayé d'être toujours fidèle à l'esprit, en tout cas, de ce que j'avais pu comprendre de Maria Montessori, mais ensuite, et de beaucoup la citer. Le film est vraiment rempli, finalement, de citations de cette femme, donc que ça soit du journal dont je viens de vous parler, d'écrits théoriques qu'elle a pu publier, de citations de discours qui avaient été conservés, qu'elle faisait sur les places publiques aussi avant justement la création de cet institut, quand elle explique pourquoi il faut créer aussi un institut spécialisé et pourquoi il faut transformer la place des femmes dans la société italienne. Donc j'ai vraiment rempli le film de très nombreuses citations. Par contre, c'est sûr que j'ai condensé en termes de dramaturgie en une année des choses qui se passent en un peu plus de temps, et que je laisse entrevoir aussi finalement la suite de son destin à la fin du film, la manière dont elle aurait eu aussi l'intuition de transposer cette méthode des enfants neuroatypiques aux enfants neurotypiques, alors que ça lui prend sûrement quelques années de plus. Elle raconte dans ses écrits que c'était en voyant les résultats incroyables qu'elle obtenait avec ses enfants qu'elle s'est dit, voilà, si on utilisait ces mêmes méthodes pratiques avec les enfants dits normaux, qu'est-ce que ça serait ? Mais voilà, moi je lui fais pressentir ça déjà dans la fin du film. Ensuite, je pense que j'ai aussi travaillé à trouver une place pour le personnage totalement fictionnel qu'est Lily Nalangi dans le destin de Maria Montessori. Et c'était important pour moi qu'elle n'ait pas une place trop centrale dans une évolution pédagogique, parce que j'aurais trouvé que pour le coup ça détournait quelque chose de l'héritage de Maria Montessori. Donc je lui ai donné une place que je me dis d'autres femmes ont dû avoir dans sa vie, et je le sais pour certaines, à savoir un peu de guide aussi dans comment le monde fonctionne. Et elle a un côté un peu... c'est une cocotte parisienne qui est une habituée du monde tel qu'il est, qui sait comment utiliser son pouvoir de séduction pour trouver une place dans le monde des hommes, et qui donne à Maria des conseils de storytelling, de marketing, de comment finalement se vendre. Et je sais que on lit souvent ah non mais Maria, si elle savait comment on l'utilisait aujourd'hui, elle serait choquée, etc. Mais moi je crois pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment su aussi se transformer en image, et elle a fait un mythe autour de sa personne pour traverser les siècles, hein, on le voit aujourd'hui, et je la compare, puisque j'ai étudié ça pour le documentaire, avec d'autres pédagogues de la même époque, et par exemple son confrère Ovide de Crowley, qui est né vraiment la même année, qui était lui aussi médecin,
qui a travaillé avec le même genre d'enfant au début, qui a transformé sa méthode pour en faire une méthode d'éducation ensuite pour tous. Et lui, il est un petit peu connu en Belgique, il y a quelques écoles en France, mais vraiment très peu. Et son héritage, il est infime par rapport à l'héritage de Maria Montessori. Et donc je me dis, c'est aussi ça la force de Maria, que d'avoir su marquer l'histoire de par son nom, de par les histoires qu'elle racontait autour d'elle-même, de ce qu'elle racontait comme des intuitions qui étaient pour moi en vrai les fruits d'une élaboration scientifique, mais elle avait aussi compris comment mieux raconter son propre parcours pour que les gens s'emparent de son histoire et s'en rappellent encore maintenant en 2024. Et cette deuxième femme, qui a un rôle très important, comme vous l'avez dit dans votre film, est incarnée par Leila Bekti. Comment est-ce que vous avez réussi à la convaincre de jouer dans ce film ? Alors, les comédiennes, on les approche par l'intermédiaire de leurs agents. Et l'agent de Leila, il a tout de suite trouvé que le rôle pouvait être très intéressant pour elle parce qu'il est éloigné de ce qu'elle peut faire d'ordinaire, et je pense que les comédiennes, elles aspirent toujours à changer leur image et à faire des rôles qui soient le plus variés possible. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui a séduit Leila Bekti elle-même ensuite dans ce projet. Elle a été tout de suite très enthousiaste de jouer aussi un personnage assez loin d'elle. Elle, c'est quand même une maman extrêmement présente et dévouée à ses enfants, et puis une femme qui se caractérise par sa générosité, son attention à autrui, et de jouer cette cocotte un peu assez dure et qui a honte de sa propre fille, c'était pour elle un challenge qu'elle avait envie aussi de relever. Et est-ce que vous pourriez aussi nous parler de l'actrice qui incarne Maria Montessori, que j'ai trouvée absolument extraordinaire dans ce film ? Jasmine Trinca, c'est une grande actrice italienne, c'est vraiment une star là-bas. Ici, on la connaît moins, mais elle a quand même joué dans plusieurs films français. Entre autres, elle était dans l'Apollonie de Bonello. Elle a joué aussi dans un film d'Emmanuel Mouret. Et avant, moi, je l'avais découvert quand elle était très jeune, parce qu'elle jouait dans La Chambre du Fils de Nanni Moretti, et dans un magnifique film, Nos meilleures années, où elle était, et c'est très touchant pour moi de le revoir aujourd'hui, elle jouait le rôle d'une jeune femme qui était enfermée dans un asile et qui subissait comme ça la psychiatrie de l'époque. Et quelque part, c'est comme si elle était passée elle était plus complètement enfant, mais encore très jeune, fragile et clairement atypique, au rôle de la médecin dans mon film. Et c'est une comédienne à laquelle j'ai tout de suite pensé en écrivant le film. Il y avait quelque chose presque déjà d'une ressemblance physique qui me parlait pour incarner cette jeune Maria qui a 30 ans au moment du film. Et elle a su vraiment, je trouve... pour moi, c'était très impressionnant à observer sur le tournage, se faire habiter par quelque chose. Je sais, le cinéma, dans ces cas-là, on a l'impression que c'est très mystique et qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient visiter aussi le comédien. Il se passe vraiment quelque chose sur le plateau. Je sais que parfois, je la regardais vraiment troublée et que c'était très fort pour moi parce que finalement, j'avais côtoyé Maria de près pendant des années de recherche et on se pose plein de questions, on peut être parfois dubitatif sur les choix moi, j'ai pu être dubitatif sur les choix qu'elle avait fait dans sa vie, sur les positions qu'elle avait pu prendre à tel ou tel moment. Et là, tout d'un coup, je me rendais compte à travers l'incarnation de Jasmine que il était plus question d'être dans le jugement, mais d'être avec et de traverser un moment de vie vraiment avec le personnage. Et ça, c'est vraiment Jasmine qui me l'a apporté. Vous l'avez dit, vous avez montré le film aux descendants de Maria Montessori. Comment est-ce qu'ils l'ont accueilli ? Ils ont été assez incroyables. J'étais à Amsterdam en janvier dernier. Il y avait 3 descendants d'une génération, puis leurs enfants qui étaient présents. Et c'est entre autres Carolina Montessori, elle s'occupe depuis toujours de l'association Montessori Internationale, donc elle connaît extrêmement bien la vie de Maria Montessori. Elle la prend quand même comme une fiction, cette proposition que je fais, donc elle
elle n'était pas là à chercher à checker chaque petit fait, mais je pense qu'avoir un peu l'esprit de ce que j'avais voulu faire, je pense ils étaient tous très séduits par le fait que j'avais introduit aussi un personnage fictionnel qui permet aussi d'inscrire le film vraiment dans du cinéma de fiction. Et c'était très touchant parce que je pense qu'on est toujours très impressionné de montrer le film à des gens qui sont quelque part les héritiers, puis en plus ça, les garants d'une pensée et qu'ils apprécient mon film. Ça a été très important pour moi comme forme de validation parce qu'il y avait d'abord aussi une appréciation du travail historique que j'avais fait. Vous voyez la précision de ce que j'avais essayé de retracer dans le film. Donc ça, forcément, c'est un petit peu la bonne note du travail de recherche. Ça fait toujours plaisir. Mais au-delà de ça, je pense que aussi d'avoir voulu la montrer dans le moment où elle travaille avec les enfants neuroatypiques, qui est quelque chose qui est très peu connu et qui portant vraiment au cœur de son premier geste pédagogique, ça les a beaucoup impressionnés et touchés. Bravo pour ça. Est-ce que vous auriez une ressource qui vous a particulièrement marqué pour mieux comprendre la pensée, la vie de Maria Montessori que vous auriez à recommander à nos auditeurs ? Je dirais que peut-être le texte qui m'a le plus touchée, c'était justement ce journal de la traversée de l'Atlantique. Moi, je l'ai lu en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit depuis, je ne suis pas sûre. Mais c'est vrai que ce qui était beau, c'est de pouvoir être avec elle dans une voix intime qui éclaire complètement différemment sa trajectoire. Parce que je pense qu'ensuite, je recommande évidemment de lire ses ouvrages sur sa méthode. Moi, je me suis beaucoup inspirée de son premier livre, en fait, puisque c'est celui qui était le plus proche de mon époque, où elle parle aussi du travail qu'elle faisait encore avec les enfants, où elle parle de son envie de révolutionner vraiment la pédagogie. Et je la cite aussi dans la manière dont elle parle, dont il a fallu d'abord libérer de l'esclavage les femmes et qu'il s'agit maintenant de libérer l'enfant et l'enfance. Mais c'est vrai que ce journal, c'est quelque chose qui fait entendre une autre voix, et celle de la femme et plus juste de la penseuse. Mais je recommande de la lire parce qu'elle n'est pas difficile à lire aussi vraiment son livre La méthode Montessori. Enfin, je pense qu'on est très touché tout de suite par la simplicité et la puissance de ses idées quand on la lit aussi directement. Et dans les livres sur elle, moi j'en ai lu beaucoup, et donc je pense que j'aurais du mal à en recommander un, parce que dans le fond c'était aussi le fait de l'approcher par plusieurs biais qui m'a paru très intéressant, et je déplore ne pas avoir lu la dernière biographie qui est sortie, mais c'est parce que j'avais déjà tout terminé mon scénario et il y avait un peu l'envie de se protéger d'une nouvelle influence à ce moment-là, mais je suis sûre que c'est passionnant. Ouais, super, et je mettrai tous les liens en description de cet épisode. On arrive déjà à la fin de notre enregistrement et j'ai une question rituelle dans le podcast. Comme vous le savez, il s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Je leur souhaite de continuer ce mouvement qui anime aujourd'hui notre société, dont ils vont être les futurs, justement ceux qui vont la constituer, les futurs adultes. Et je trouve que c'est le cas, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on élève une génération d'enfants beaucoup plus forte de ses propres droits, mais c'est pas facile de revendiquer ses droits quand on est un enfant, parce qu'on n'a tout simplement pas les ressources pour. Donc je trouve que c'est important de continuer ce qu'on fait en tant que société, de parler à la fois de mettre fin au règne de la norme, et puis de parler, comme on le fait beaucoup, de consentement dans les rapports entre les... avec son propre corps, finalement, les limites. J'ai l'impression que c'est des choses dont on nous a jamais parlé, nous, enfants, et je pense que cette génération qui grandit aujourd'hui sera forte de valeurs que je trouve essentielles, donc ça me donne espoir. Merci infiniment Léa. Je rappelle à tous nos auditeurs, le film s'appelle La Nouvelle Femme et il sort le 13 mars dans les salles de cinéma. Comme vous avez pu l'entendre, je vous le recommande vivement.
Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.